Bonjour chers spectateurs, et bienvenue dans la famille. Si vous nous rejoignez pour la première fois, nous vous souhaitons la bienvenue dans la famille Novita et abonnés, surtout sans oublier d'activer la cloche de notification. À nos abonnés fidèles, merci de revenir et de continuer à montrer un engagement croissant, même après la fermeture de notre première chaîne. Nous restons déterminés à poursuivre notre lutte, car le Congo mérite mieux que les massacres et l'injustice. Bien que notre voix ait été étouffée par YouTube sous les caprices de certains Tutsis, nous ne resterons pas muets, ni ne cesserons de dénoncer ces Tutsis comme une menace. Voilà, Papa Patrick Bolima à Kisangani, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'idiot président du Kenya, William Ruto, qui a presque causé un désastre pour tous les Congolais en établissant son administration, en complicité avec les occupants rwandais illégaux dans les territoires congolais. Maroy Paulin à Bukavu, notre correspondant officiel. Merci, Monsieur Maroy, pour vos récits, Point Massacre et l'injustice. Le Kenya, dirigé par un président analphabète, a nommé un consul général kenyan à Goma, une région sous le contrôle des rebelles du RDF-AFCM 23. Quand le chef est aveugle, les sentiers deviennent des précipices. Cette nomination, faite dans un contexte de tension et sans concertation avec les autorités congolaises, révèle une diplomatie kenyane désinvolte, voire provocatrice. Elle soulève des inquiétudes sur la légitimité et les intentions réelles du président Ruto dans la région. Ce qui est frappant ici, ce n'est pas tant la surprise face à cette situation ou les interrogations sur les motivations du Kenya, mais plutôt le fait que William Ruto, conscient de l'appétit insatiable de Kagame pour le pouvoir, depuis plus de 3 décennies, ne souhaite pas que la prétendue mission de paix dans l'est du Congo prenne une tournure offensive. Au contraire, il privilégie une approche qui consisterait à diviser l'administration des territoires congolais. Diviser pour régner, c'est le jeu des puissants sur les terres affaiblies. Cette stratégie, loin d'être pacificatrice, semble orchestrée pour légitimer une occupation déguisée. Elle transforme la mission de paix en outil de fragmentation territoriale, au profit des intérêts régionaux. D'un côté, le gouvernement congolais serait responsable des zones où ses forces sont présentes, tandis que de l'autre, les troupes de Kagame et leurs alliés de l'AFCM 23 coexisteraient avec les forces de la CEAC, afin que les ressources de la région soient réparties équitablement entre le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Quand les vautours se partagent la carcasse, le lion est déjà mort. Cette répartition des ressources, sous couvert de coexistence militaire, est une forme de pillage, institutionnalisé. Elle marginalise les Congolais dans la gestion de leurs propres richesses et renforce l'emprise étrangère sur le territoire. C'est la raison pour laquelle nous avons pu observer comment une mission de maintien de la paix peut coexister avec les forces responsables de l'instabilité dans ces territoires congolais. On ne peut éteindre un feu avec de l'essence. La contradiction est flagrante. Les mêmes acteurs qui alimentent le conflit sont ceux qui prétendent le résoudre. Cela décrédibilise les initiatives de paix et expose les populations locales à une violence prolongée. Comment se fait-il que ceux que vous êtes censés surveiller deviennent vos partenaires ? Surtout lorsque, lors de sa visite à Kinshasa, Emmanuel Macron avait incité le président Tshisekedi à autoriser l'entrée de troupes supplémentaires pour renforcer leur présence dans les zones d'exploitation. Le loup ne garde pas les moutons, il les dévore. Cette alliance paradoxale entre surveillants et fauteurs de troubles révèle une diplomatie cynique, où les intérêts économiques priment sur la sécurité des populations. Elle met en lumière une complicité internationale dans l'exploitation des ressources congolaises. Après que les Congolais du monde entier ont exprimé leur mécontentement en demandant à Tshisekedi de mettre fin à cette mission, Ruto n'avait pas encore terminé son repas. Il restait encore de la viande sur son assiette. L'appétit vient en mangeant, surtout quand personne ne dit stop. Malgré les protestations, le président kényan poursuit son entreprise, illustrant l'impunité dont jouissent certains dirigeants dans la région. Cela témoigne d'un mépris flagrant pour la souveraineté congolaise. Et, une fois expulsé avec ses troupes, il a endossé le rôle de fournisseur d'hommes, d'armes et de munitions. Chassé par la porte, il revient par la fenêtre. Ce changement de rôle ne fait que prolonger l'ingérence kenyane sous une autre forme. Il démontre que l'expulsion militaire n'a pas mis fin à l'influence de Ruto, mais l'a simplement transformé en soutien indirect aux rebelles. Pour William Ruto, le Congo est un buffet où chacun peut prendre sa part, ce qui a transformé le Kenya d'un pays voisin avec des relations amicales en un fournisseur de combattants, ravivant ainsi les tensions et contribuant à la chute de Goma. Quand l'amitié devient commerce, la trahison n'est jamais loin. Cette métaphore du buffet illustre parfaitement la prédation régionale sur le Congo. Le Kenya, autrefois allié,
devient acteur du chaos, alimentant les conflits pour des gains stratégiques et économiques. Pourquoi cette nouvelle attitude du président kenyan pourrait-elle nuire à son honneur et à sa dignité? Celui qui vend son honneur pour du profit ne peut racheter sa dignité. En s'associant à des groupes armés et en bafouant les règles diplomatiques, Ruto compromet son image internationale. Son comportement soulève des questions sur la moralité de sa gouvernance et sur les valeurs qu'il incarne. La nomination d'un consul kenyan à Goma, sans l'accord des autorités congolaises, constitue une grave violation des droits internationaux ainsi que des lois en vigueur en République démocratique du Congo. Qui entre sans frapper sort souvent en courant. Cette décision unilatérale est une provocation diplomatique. Elle exige une réponse ferme de Kinshasa pour réaffirmer sa souveraineté et rappeler que le respect des lois internationales n'est pas facultatif. Si le Congo avait eu la moindre détermination pour faire respecter ses droits face à cette provocation, il aurait été impératif de convoquer l'ambassadeur du Kenya dès le matin, après avoir pris connaissance de cette nomination, afin d'obtenir des explications claires et de suspendre les opérations de Kenya Airways sur le territoire congolais. Le silence du maître fait danser les voleurs. L'inaction congolaise face à cette intrusion diplomatique affaiblit sa position. Une réaction rapide et symbolique aurait envoyé un message fort à la communauté internationale et aux pays voisins. De plus, la banque Equity devrait également fermer ses portes. En effet, le Kenya n'a jamais bénéficié d'un marché aussi lucratif. Pour sa compagnie aérienne qu'en RDC, les avions de Kenya Airways circulent plus fréquemment dans l'espace aérien congolais que dans d'autres pays, et la clientèle congolaise est largement constituée de passagers voyageant vers d'autres destinations. On ne nourrit pas celui qui vous poignarde dans le dos. Le Congo doit revoir ses partenariats économiques avec le Kenya. Continuer à offrir des avantages commerciaux à un pays qui sabote sa stabilité revient à financer sa propre déstabilisation. Cependant, malgré ces nombreux avantages, William Ruto choisit de rabaisser encore un pays qui endure déjà une humiliation historique. Quand on est déjà à terre, le coup de pied devient une insulte. Cette attitude méprisante aggrave les blessures du peuple congolais. Elle appelle à une prise de conscience collective et à une mobilisation diplomatique pour restaurer la dignité nationale. Si la RDC décidait aujourd'hui de fermer son espace aérien aux avions de Kenya Airways, cela aurait un impact direct sur l'économie kenyane. Le Rwanda en est la preuve. Depuis la fermeture des espaces aériennes congolaises pour les appareils Rwandair et la fermeture de leurs services au Congo, que devient Rwandair aujourd'hui? C'est la faillite totale. Quand le vent tourne, même les plus grands navires doivent changer de cap. Cette décision illustrerait la capacité de la RDC à influencer les équilibres régionaux. Elle rappelle que les relations internationales sont faites de réciprocité et qu'un pays sous-estimé peut devenir un acteur décisif. Même la banque Equity devrait normalement fermer ses portes en raison d'une explication sans fondement qui ne tient pas debout. On ne bâtit pas une maison sur du sable mouvant. Une décision économique majeure doit reposer sur des bases solides. Si les justifications manquent de cohérence, les conséquences risquent d'être aussi instables que les fondements qui les ont motivées. La nomination par le président kenyan William Ruto d'un consul général pour la ville de Goma, contrôlée par les troupes rwandaises et leurs alliés de l'AFC M23, soulève d'importantes questions sur le droit international et la souveraineté nationale. On ne plante pas son drapeau sur une terre en feu. Cette nomination dans une zone contestée met en lumière les tensions géopolitiques et soulève des interrogations sur la légitimité et le respect des normes internationales. L'établissement d'un tel bureau ne peut se faire sans l'approbation de la RDC, sinon cela pourrait entraîner de graves répercussions diplomatiques et juridiques à l'échelle internationale. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Le respect des procédures diplomatiques est essentiel pour éviter les conflits. Agir sans concertation revient à compromettre les relations bilatérales et à s'exposer à des sanctions. L'installation d'un consulat dans un pays avec lequel vous entretenez des relations cordiales, malgré une certaine hypocrisie, doit être approuvée par les autorités de ce pays. La politesse est la fleur de l'humanité. Même en cas de désaccord, les formes doivent être respectées. La diplomatie repose sur des gestes de reconnaissance mutuelle, et ignorer cela revient à semer la discorde. Cependant, il semble que beaucoup cherchent à dénigrer les Congolais, les accusant de manquer de légitimité pour prendre des décisions sur leur propre territoire. Nul n'est prophète en son pays. Cette critique injustifiée reflète une tendance à nier la souveraineté congolaise. Pourtant, chaque nation a le droit fondamental de décider de son avenir sans ingérence extérieure. Ruto a choisi d'adresser un message aux autorités congolaises et à la majorité des Congolais, affirmant qu'ils n'ont pas le droit de lui dicter sa conduite sur leur terre.
Il revendique le droit d'agir selon sa volonté et de collaborer avec qui il désire pour établir un consulat dans l'une de leurs villes. Le pouvoir sans respect est une tyrannie déguisée. Cette posture unilatérale remet en cause les principes de coopération internationale. Elle suggère une volonté d'imposer une vision sans tenir compte des droits souverains du pays hôte. Cette attitude envoie un signal clair aux dirigeants congolais. Ils pourraient regretter d'avoir tenté de les expulser de leur pays. Qui sème le vent finit par récolter la tempête. Le ton menaçant adopté ici pourrait aggraver les tensions. La diplomatie ne devrait jamais être un champ de bataille, mais un espace de dialogue et de respect mutuel. King combat le sage. D'ailleurs, Museveni avait récemment donné son accord pour la réouverture de la frontière de Bunagana entre son pays et la RDC, adoptant une approche similaire à celle de William Ruto. Les amis de mes ennemis ne sont pas forcément mes amis. Cette décision parallèle montre une coordination régionale qui pourrait marginaliser la RDC. Elle soulève des inquiétudes sur la cohésion des États de la région face aux enjeux sécuritaires. Papa Frank Biako à l'Équateur, c'est un message de défi, affirmant « Nous sommes Tutsis. Si l'un d'entre nous est menacé, nous sommes tous unis derrière lui. L'union fait la force, mais elle peut aussi faire la guerre. » Ce message identitaire, bien que porteur de solidarité, peut être perçu comme une provocation dans un contexte déjà tendu. Il faut veiller à ce que l'unité ne devienne un prétexte à l'ingérence. C'est ce type de conseiller qui entoure un président, lui suggérant d'aller chercher la paix auprès des Tutsis, en leur permettant d'entrer sur le sol congolais pour établir la paix. Bertin Mulumé hors des rois. On ne confie pas les clés du poulailler au renard. La paix ne peut être construite avec ceux qui sont perçus comme partie prenante du conflit. Il est crucial de choisir des médiateurs neutres et crédibles. On ne peut pas éteindre un incendie en allant chercher de l'eau chez le voisin qui a mis le feu à votre maison, car il pourrait finir par vous offrir un seau de pétrole pour alimenter les flammes. Monsieur Willy-Claude Mpanda m'a dit à Goma, « Méfie-toi de celui qui te tend la main après t'avoir frappé. » Cette image forte illustre le danger de chercher des solutions auprès de ceux qui ont contribué au problème. La prudence est de mise dans les choix diplomatiques. La création d'un consulat et la nomination d'un consul sont régies par la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, que la RDC et le Kenya ont toutes deux ratifiées. Paulo Ngonga Willow Alwanda. Les règles sont faites pour être respectées, pas contournées. Le cadre juridique international existe pour garantir l'ordre et le respect entre États. Ignorer ces règles revient à fragiliser les fondements du droit diplomatique. Selon l'article 2 de cette convention, l'établissement de relations consulaires entre les États nécessite un accord mutuel. Amanda Matala à Lubumbashi, il faut être deux pour danser le tango. La coopération ne peut être unilatérale. L'accord mutuel est la pierre angulaire de toute relation consulaire, et le mépriser revient à saboter le dialogue. Cela implique que le Kenya doit d'abord obtenir l'autorisation officielle du gouvernement congolais pour ouvrir un bureau consulaire à Goma. On ne frappe pas à une porte déjà ouverte sans y être invité. La légitimité d'un consulat repose sur l'acceptation du pays hôte. Toute tentative d'installation sans autorisation est une violation flagrante de la souveraineté. Cependant, William Ruto semble agir en obtenant le consentement des occupants illégaux, ce qui suggère que pour lui, l'Est du Congo est déjà devenu un autre État, représenté par des individus qu'il considère comme légitimes. Quand on parle au vent, on ne s'étonne pas de n'avoir aucun écho. Reconnaître des acteurs non officiels revient à nier l'autorité légitime. Cela crée une fracture diplomatique et alimente les tensions régionales, ce qui est considéré comme une véritable offense à l'égard des autorités légales congolaises. L'insulte à l'honneur est une blessure qui ne saigne pas, mais qui marque à jamais. Ce geste est perçu comme une atteinte directe à la dignité nationale. Il compromet les relations bilatérales et renforce le sentiment d'humiliation. En ce qui concerne la notification, le Kenya, en tant que pays d'origine, se doit d'informer la République démocratique du Congo de la nomination d'un consul dans une de ses villes. Cependant, il a plutôt choisi de notifier les occupants, ce qui suggère que William Ruto montre des lacunes notables sur le plan intellectuel et mental. On ne parle pas à l'ombre quand le soleil est en face. Informer des acteurs illégitimes au lieu des autorités officielles est une erreur diplomatique grave. Cela témoigne d'un manque de discernement et d'un mépris des normes établies. L'exéquature, c'est la phase la plus essentielle. Le consul ne peut assumer ses fonctions qu'après que la RDC ait délivré l'exéquature. Nul ne peut exercer un pouvoir sans y être autorisé. L'exéquature est la clé de voûte de la légitimité diplomatique. Sans elle, toute fonction consulaire devient une imposture aux yeux du droit international.
Ce document constitue une autorisation officielle du gouvernement congolais qui reconnaît le consul et lui permet d'exercer ses activités sur le territoire congolais. Ce qui n'est pas reconnu est ignoré. La reconnaissance officielle confère un statut légal. Sans ce sceau, le consul n'est qu'un visiteur sans mandat, incapable d'agir au nom de son État. En RDC, cette procédure est également régie par des lois internes, qui confèrent au ministère des Affaires étrangères le pouvoir exclusif de déterminer l'établissement des missions diplomatiques et consulaires. Chaque maison a ses règles, et nul n'y entre sans les respecter. Le respect des lois nationales est fondamental. Ignorer l'autorité du ministère revient à bafouer l'ordre institutionnel et à semer le chaos diplomatique. Quelles seraient les répercussions d'une installation illégale sur un territoire étranger qui entre sans frapper risque de sortir précipitamment? Une implantation illégale est une provocation. Elle ouvre la voie à des tensions diplomatiques, voire à des ruptures brutales entre États. Si le Kenya tentait d'implanter son consulat sans obtenir l'exéquatur de la RDC, cela constituerait une violation du droit international ainsi qu'une atteinte à la souveraineté du pays. Les répercussions pourraient être nombreuses. On ne construit pas sur un terrain qui ne vous appartient pas. Une telle démarche serait perçue comme une intrusion. Elle remettrait en cause les fondements du droit international et provoquerait une réaction légitime de la RDC. Violation de la souveraineté. L'établissement d'un bureau consulaire sans l'accord préalable serait un acte illégal. La souveraineté n'est pas une faveur, c'est un droit sacré. Agir sans consentement est une transgression grave. Cela équivaut à nier l'existence même de l'État congolais en tant qu'entité souveraine. Kinshasa pourrait interpréter cela comme une ingérence dans ses affaires internes et une reconnaissance tacite de l'autorité de l'AFC M23 sur une partie de son territoire. Qui se tait consent, mais qui agit sans autorisation impose. Cette interprétation serait légitime. Elle soulignerait une tentative de légitimation indirecte d'un groupe armé, ce qui est inacceptable dans le cadre des relations internationales. En ce qui concerne l'absence d'immunité, le consul et son équipe ne disposeraient d'aucun statut diplomatique ni d'immunité consulaire. Sans armure, même le chevalier est vulnérable. L'absence d'immunité expose le personnel consulaire à des poursuites. Ils ne bénéficieraient d'aucune protection, ce qui rend leur présence risquée et juridiquement contestable. Ils seraient à considérer comme de simples ressortissants étrangers et ne profiteraient pas des protections prévues par la Convention de Vienne. Le titre fait la fonction. Sans lui, on n'est qu'un passant. Sans reconnaissance officielle, leur rôle devient caduc. Ils ne peuvent ni représenter leur pays, ni bénéficier des privilèges liés à leur fonction. Pour ce qui est des mesures de rétorsion, la RDC pourrait choisir de rompre ses relations diplomatiques avec le Kenya, de fermer l'ambassade kenyane à Kinshasa et d'expulser l'ambassadeur du Kenya. Quand le respect s'efface, les portes se ferment. Ces mesures seraient radicales mais légitimes. Elles traduiraient une volonté de défendre la souveraineté nationale face à une provocation manifeste. Cependant, la RDC, qui est déjà dans une situation précaire, sera-t-elle capable d'agir ainsi? Même après les nombreux rapports des Nations Unies et les militaires, rwandais capturés vivants ou tués, portant des uniformes et des documents de l'armée rwandaise, ainsi que les témoignages filmés par des civils congolais, la RDC avait mis fin à ses relations diplomatiques, comme après la chute de Goma et d'autres régions. Le courage ne dépend pas de la force, mais de la volonté. Malgré les défis, la RDC a déjà montré sa capacité à prendre des décisions souveraines. L'histoire récente prouve qu'elle peut agir fermement lorsque ses intérêts sont menacés. Que Dieu protège la RDC. Là où l'homme lutte, Dieu veille toujours. Cette invocation traduit l'espoir d'un soutien divin dans un contexte complexe. Elle rappelle que la foi peut être un moteur de résilience nationale. Les actions de William Ruto, bien que radicales, pourraient être considérées comme légitimes face à une violation aussi manifeste de la souveraineté nationale du Congo. La légitimité ne se décrète pas, elle se mérite. Même si les intentions peuvent être défendues, la manière d'agir doit respecter les normes internationales. La légitimité ne peut naître d'une transgression. Concernant les sanctions internationales, la RDC pourrait saisir des instances régionales telles que l'Union africaine ou des organismes internationaux pour dénoncer le non-respect des conventions. Quand la justice locale échoue, la voix du monde peut résonner. Le recours aux instances internationales est une voie légale et stratégique. Il permet de faire valoir ses droits sur la scène mondiale et de mobiliser des soutiens. En résumé, la nomination par le Kenya d'un consul à Goma constitue un acte unilatéral sans validité, légal en l'absence de l'accord de la RDC. Toute tentative d'implantation serait une violation du droit international et une atteinte directe à la souveraineté congolaise,
entraînant des conséquences diplomatiques potentiellement très graves. Ce qui commence sans loi finit dans le chaos. Ce résumé souligne l'illégalité de l'acte. Il met en garde contre les conséquences d'une démarche unilatérale qui pourrait déstabiliser les relations régionales et affaiblir les principes du droit international. Merci chers abonnés et à la prochaine.